Eh bien, ravi de vous retrouver, chers auditeurs et spectateurs. Vous êtes sur la chaîne Vérité à venir, là où se situent des informations, des analyses, des prospectives, mais aussi des lectures de livres. Et je vous propose aujourd'hui d'aborder Isabelle Saporta, le livre noir de l'agriculture, puisque l'actualité est bouillante en ce qui concerne le Mercosur. Vous en avez certainement déjà entendu parler. En fait, ce sont des pays de l'Amérique du Sud, dont l'Argentine, le mastodonte, qui font de l'exportation comme n'importe quelle nation. Ils pratiquent ça, import-export, et leur objectif, c'est d'augmenter les volumes de produits qui vont en direction de l'Union européenne. Et pour ce faire, eh bien, il faudrait diminuer les contrôles douaniers, également voir à la baisse tout ce qui est question des taxes douanières, et lever certaines interdictions sur du bétail, sur les volailles ou autres qui sont bourrés d'antibiotiques, de boosters de croissance et de tout ce que on peut imaginer sur le marché où il n'y aurait pas de normes comme c'est le cas au niveau de l'Union européenne. Et donc ça fait grand bruit et je vous propose de mettre les pieds dans le plat, d'abord de se concentrer sur le livre noir de l'agriculture, comment il y a un assassinat des paysans et de facto comment ils impactent notre santé et l'environnement. Parce que vous vous doutez bien que si demain on limite la production de ce qu'il y a sur notre territoire et qu'on importe massivement des denrées alimentaires depuis les pays de l'Amérique du Sud, eh bien on va continuer les déforestations là-bas pour faire des champs de culture uniques et non en rotation. Pareil, les bêtes, au lieu d'être élevées dans un pâturage, eh bien ça sera du cheptel au millimètre près, tout est calculé pour en avoir le plus possible en rendement. Et tout ça, l'animal stressé, l'animal qui n'a plus vraiment accès à la lumière naturelle, et qui est sorti même de son domaine, voyez-vous, qui est instrumentalisé, il devient seulement marchandise, eh bien, quand on va consommer la viande, elle sera de moins bonne qualité, bourrée de médocs et de tout ce que vous voulez, parce que comme ils sont plus nombreux, eh bien, malgré les appareils qui vont assainir l'air, il y a toujours un risque de propagation de maladies, de virus. Et ils ne peuvent se permettre, au vu de la concentration des animaux sur un si petit espace, de tous les perdre. Donc ils préfèrent, à la chaîne, les piquer, leur mettre des médocs dans la bouffe et faire bien d'autres choses. Et comme il faut être dans le rendement, eh bien on va s'apercevoir que même en France déjà, il y a des pratiques d'une somme eugénique, si je puis dire, d'une sorte eugénique tout autant. Puisqu'il y a des catalogues déjà par rapport aux races des vaches, aux races des cochons, et on peut comme ça lister tous les animaux qui existent, et à ce moment-là, ils peuvent acheter la semence de certains, réduire également ce que l'on appellerait le sevrage, donc c'est-à-dire quand il y a un bébé qui naît, il doit être au contact de sa maman. Sinon, il perd la boule et même il peut carrément décéder. Alors, il y a par exemple pour les chats et les chiens, on dit à peu près 2-3 mois. Pour d'autres animaux, ça va nécessiter quelques semaines. Mais en tout cas, il y a une période où le petit doit être au contact de sa maman. En fait, c'est naturel. On ne peut pas séparer ça. Et pourtant, il y a des ingénieurs qui travaillent à épuiser les mères porteuses. C'est comme ça qu'on peut les nommer, puisque leur petit leur est arraché. Et si je viens vous parler de ce sujet, c'est pas forcément dans la série La marchandisation des corps humains et des êtres vivants, mais ça en fait partie. C'est-à-dire c'est un hors-série qui rejoint en réalité ce que je vous dis. Puisque ce qui est appliqué aux animaux suit toujours son cours, voyez-vous, dans l'implication sur les humains et dans l'impact que ça aura. Donc là, vous vous doutez bien que c'est en réalité un sujet qui fait ni plus ni moins scandale, parce que le pays, aujourd'hui, on va dire, le seul métier où on se ramène au pays dans son nom, c'est le paysan. Vous voyez, c'est celui finalement qui travaille la terre, qui va élever des bestiaux pour après permettre à tous les humains qui résident sur le territoire de pouvoir se nourrir. En tout cas, ils font leur maximum parce qu'après on a encore de l'envoi de marchandises à l'étranger. Mais on s'aperçoit d'une chose, c'est que ce qui fait un véritable pays, son indépendance et qu'elle soit alimentairement parlant, mais également financièrement, c'est le fait qu'elle puisse produire sa propre bouffe. Et
que sa nourriture soit de qualité, reconnue à l'international, pour être achetée à un plus haut prix, et pas seulement dépendant du cours du marché du blé, puisqu'il y a différentes qualités, comme on aurait différentes gammes pour les pommes, les poires et d'autres fruits encore. Mais on s'aperçoit depuis des années que quand on entend agriculteur, paysan même, eh bien ça renvoie à indépendant. Celui qui ne, finalement, serait pas là, quémandé dans la main de l'État. L'État qui fait les poches de tous les citoyens, mais qui en même temps nous rend dépendants de son action et de son omniprésence. Et donc l'objectif, et je le lisais dans un autre livre, c'est d'attaquer, on va dire, les derniers Mohicans, hein, les derniers, comme on pourrait le voir dans Astérix et Obélix, voyez, ceux qui ne se laissent pas envahir par les Romains, ceux qui ne, finalement, voyez-vous, ne se mettent pas dans un état de soumission à la République. Et donc, il y a une panique comme ça, et ils tentent de monter des mastodontes, la FNSEA, ce genre de choses, pour tromper leurs adhérents. Et comme la CGT le fait très bien avec d'autres corps de métier, eh bien l'objectif, c'est d'empêcher toute relation et une création d'une entité entre les paysans eux-mêmes, pour mettre la pression, entre autres, aux grandes surfaces, qui font un pognon de dingue sur leur dos, même si quand on creuse et qu'on est intelligent, on voit quand même qu'il y a aussi des métiers qui sont créés grâce à ça, des transporteurs, des personnes qui vont également, voyez-vous, faire de la mise en palette, d'autres qui vont être dans la mise en rayon, d'autres qui vont gérer les stocks, qui vont faire les commandes, les commerciaux, bref. En fait, il y a toute une strate de métiers, y compris ce qui enclenche après, eh bien, les zones commerciales. Et donc, les gens, comme ils vont y trouver tout type d'alimentation, y compris celle ultra transformée, ils vont se rendre là-bas. Mais si dans les magasins, on enlevait la partie des fruits et légumes, les gens, ils se barraient. Ils iraient dans les épiceries, dans ce genre de choses. Ou ils passeraient commande directement à l'agriculteur. Donc il y a un intérêt quand même, puisque ces grandes surfaces emploient énormément de personnes. Ceux qui font le nettoyage, les agents techniciens de surface, les personnes qui font de la mise en rayon, ceux qui font les commandes. Je ne vais pas vous faire tout le listing, mais vous voyez bien. Et néanmoins, dans la défense de ce modèle, rapidement, après on arrive sur le livre, on s'aperçoit que les grandes surfaces maintenant perdent, voyez-vous, leur rôle. C'est-à-dire qu'elles étaient censées employer, permettre en même temps un accès compétitif, de concurrence, et donc de tirer un peu les prix à la baisse, pour éviter aussi qu'il y ait des mastodontes, il y ait des monopoles dans certains secteurs. Et au final, on voit que maintenant, ils sont dans la destruction des emplois, ils robotisent, ils tentent au maximum de tout automatiser, et à ce moment-là, ils vont perdre en effet leur rôle qui était de rendre accessibles certaines denrées et créer du métier. Alors, page numéro 11. Vous vous souvenez des Shadocks ? Ces étranges oiseaux qui passaient leur vie à pomper, 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 et à inventer des machines toujours plus absurdes pour résoudre leurs problèmes ridicules. Et pourtant, les Shadocks aujourd'hui, c'est nous, ou plutôt notre agriculture. Dépensière en eau et en pesticides, pollueuse, onéreuse, elle sacrifie les paysans et met leur santé et la nôtre en danger. Malgré son coût prohibitif, le budget de la politique agricole commune, donc la PAC, instaurée, il me semble, par l'Union européenne, atteint 57 milliards d'euros en 2010, soit 44% du budget de l'Union. L'agriculture actuelle ne respecte ni le pacte social qui la lie aux paysans, ni le pacte environnemental qui la lie aux générations futures, ni même le pacte de santé publique qui la lie à nous tous. Les agriculteurs ne s'en sortent plus. Les ressources d'eau sont gaspillées, polluées, une thématique dont je vous parlais. En dehors de la bouffe qui vient nous impacter la santé, eh bien, il y a l'eau où on trouve des taux d'aluminium trop importants, même dans certaines zones du barium, dû à ces passages d'avion. On retrouve tout autant les pesticides, herbicides et bien d'autres agents pollueurs. Donc les ressources d'eau sont gaspillées, polluées. Nous retrouvons chaque jour dans nos assiettes notre dose de pesticides et autres résidus médicamenteux. La confiance est perdue. L'agriculteur est injustement voué aux gémonies, lui qui n'est que le bouc émissaire d'un système qu'il subit. Et à chaque fois, je vous l'ai prouvé dans une autre série, les révolutions qui ont été organisées quand la population a eu ras-le-bol de son sort
d'être dépossédés de ses terres, d'être asservis dans un système esclavagiste, ultra-capitaliste, eh bien, ceux qui voulaient renverser la bourgeoisie pour devenir la nouvelle bourgeoisie qui va régner et finalement qui fera le même sort que la ferme des animaux, séparons-nous de la monarchie, voyez-vous, mettons-la de côté et remplaçons ça par un système républicain. Eh bien, il y a eu plusieurs formes de révolution. Toujours, ce qui a été utilisé, ce sont les paysans. Et je vous avais lu un livre sur ça. 3 fois, il me semble, en France. Et à chaque fois que s'est-il passé, ils ont été relégués au dernier plan. Ils ont eu gain de cause peut-être pendant 1 ou 2 années, et puis ils ont subi de nouveau. Et comme ce sont des grands travailleurs, des amoureux de leur métier, bien vous vous doutez bien que ces gens-là ne peuvent malheureusement arrêter leur activité comme ça. Et puis ils ont des crédits derrière. Et au fur et à mesure que les années sont passées, là sous la Ve République et plus globalement au XXIe siècle, on leur a dit il y a des règles sanitaires. Donc là, tout ton bâtiment, tu vas le refaire. Tu vas mieux l'isoler. Tu vas également y ajouter une autre ventilation. Une seule ne suffit pas au vu du cheptel que tu possèdes. Et puis, tu installeras ça. Et pareil pour les animaux, tu vas devoir acheter dans tel catalogue. Et au final, on les a endettés. Pareil, ceux qui avaient des camions, il a fallu les connecter toujours plus parce que ils veulent faire une surveillance par satellite. Voyez-vous, du gaspillage d'eau et de ce genre de choses. Donc il y a une pression sur les agriculteurs à ce qu'ils s'endettent pour acheter du matériel, être plus aux normes. Des fois c'est justifié, à d'autres moments c'est de l'abus pour les endetter. Et en fait, leur mettre une pression où ils ne peuvent plus s'arrêter. Ils sont obligés de travailler, sinon ils perdent tout. La ferme plus ce domicile, plus tout le matériel. Et en plus, vous doutez bien, ils sont fichés, interdits de remonter d'entreprise, ce genre de choses. Donc tout leur sort est là. Exactement comme je vous avais pris les cas pour l'État qui met la pression à ses aides-soignants, au personnel hospitalier, aux professionnels de santé, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas du jour au lendemain délaisser leur travail. Derrière, il y a des êtres humains. Eh bien, pour les agriculteurs et surtout les éleveurs, derrière, il y a des bestiaux, et surtout, en effet, il y a aussi le sort de la population. S'ils s'arrêtent de produire et qu'ils créent des pénuries, il se passe quoi ? Nous, on va tirer sur un flux tendu auprès d'une autre région du monde. Donc on va payer hyper cher. Comment la faire venir, cette alimentation ? Il faut donc des transporteurs, donc des intermédiaires, et on se rend compte que ça devient un système absurde, et surtout que ce ne sera pas pérenne. Pourquoi ? Parce que dans certaines zones, le sol, là, il va être pompé à pleine balle. Il n'y aura pas le temps de repos. Et il y a un autre livre que je dois faire imprimer parce qu'il coûte trop cher en neuf. Donc vous voyez, quand il y a maintenant une petite rayure là, sur les livres que je vous ai montrés, rapidement, je marque une pause. Les livres là, vous voyez, c'est quoi ? C'est not for, je sais plus quoi, enfin ne peut pas être vendu. Ça c'est parce que en fait ce sont des livres que je fais imprimer moi-même de mon côté par une petite technique, voilà, pour les avoir moins chers. Parenthèse terminée, mais juste pour vous dire qu'il y aura un autre livre en 2025, très explicite, notamment sur le taux d'azote dans le sol, ce qui permet après la pousse de plantes et la régénérescence de la terre. Et de nouveau sa viabilité, puisque à certaines époques on faisait quoi ? On avait des terres en jachère, on en avait d'autres qui étaient en rotation, donc on faisait une culture et on savait qu'elle allait pomper dans le sol tel type de nutriments et tel élément naturel. Donc après on changeait de variété. Et comme ça permettait à cet espace-là, voyez-vous, à ce lopin de terre, de se régénérer dans une matière spécifique. Et donc de ne pas l'épuiser. Parce que sinon, on est obligé d'y mettre artificiellement de l'azote, donc par des produits chimiques. On va également y mettre plus de pesticides, d'herbicides. Et en fait, la terre est appauvrie. Et petit à petit, on a des couches, voyez-vous, qui sont comme si la terre mourait en fait. Vous voyez, ça ne devient pas seulement aride, c'est que ce n'est même plus propice à faire pousser la vie. Et ça fait penser à un film qui s'appelait Idiocratie. Dans ce film-là, les gens sont devenus crétins, ils se divertissent, ils ne sont plus vraiment intéressés par, voyez-vous, ce qui les fait véritablement, leurs conditions, voyez-vous, humaines. Et il y en a un qui paraît des plus crétins, et pourtant il va se rendre compte qu'il y a un problème. Il n'arrive plus à faire pousser. Pourquoi alors dans le film ils utilisent, je sais plus, une sorte
de Coca-Cola ou une connerie comme ça, mais en fait c'est pour imager, parce que c'est toujours comme ça que fonctionnent les films. Eh bien c'est pour montrer que on est dans une aberration où aujourd'hui on utilise des tas de produits chimiques, alors que de base une plante a besoin d'un peu de soin, et surtout la photosynthèse, donc c'est-à-dire qu'elle va avoir besoin de carbone, de soleil et d'eau. C'est ce qui va lui permettre son développement et en même temps ce qui va nous générer de l'oxygène. Donc c'est bénéfique et à la fin du fruit de cette progression, eh bien on en aura le fruit à consommer ou le légume. Voyez-vous, donc c'est totalement bénéfique. Or, au fur et à mesure des années, l'homme a voulu se dissocier du travail de la terre, ou bien encore, au vu de sa proportion, il ne pouvait plus être en chasseur-cueilleur, donc il s'est sédentarisé, il est sorti de son état de nomadisme. Et que se passe-t-il? Eh bien, il a fallu asservir les bras pour qu'il y ait donc des esclaves qui travaillent la terre. Et il a été décidé dans des premiers temps d'avoir des vergers assez diversifiés, de faire de la permaculture, des rotations de terre autrement. Puis petit à petit, la population a augmenté. Et les gens ont moins voulu être dans ces métiers-là. Et puis il y a eu l'enclosure acte, le déracinement, où on ne vit plus en collectif, on vit individuellement. Et alors, eh bien, s'en sont entraîner des conséquences, voyez-vous, dont on ne peut revenir en arrière, celles d'exploitation qui font en général qu'une culture, et surtout, qui n'ont plus le temps, voyez-vous, de s'occuper des plantes manuellement. Donc c'est des machines qui passent, il faut faire du rendement. Donc ça en met des semences partout, et surtout, pour éviter les petits parasites, les petites bêtes qui pourraient bouffer les plantes, ou encore d'autres maladies qui peuvent exister aussi, hein, puisque c'est biologique quand même, l'ordre végétal et biologique, eh bien, il faut lui répandre des produits chimiques pour le protéger. Mais comme les petits parasites et ce genre de choses deviennent résistants à la fin, puisqu'on a du lamarckisme, même pour les petites bêtes, elles s'adaptent à leur environnement, donc elles développent une forme de résistance. Et à ce moment-là, il faut en mettre une double dose. Et petit à petit, on augmente encore. Et à la fin, eh bien, on en vient même à mettre en danger la graine. Voyez-vous, la semence, elle ne peut plus pousser là. Autour d'elle, il y a trop de choses qui l'attaquent aussi dans sa biologie. Donc dans ses éléments, voyez-vous, moléculaires. Alors, eh bien, il faut modifier la graine, passer par des OGM. Et c'est là où on en arrive à un système totalement catastrophique. Tu commences à modifier la génétique, le code du vivant. Et bref, je vais pas continuer sur ça, mais ça c'est la suite de la marchandisation des corps humains et des êtres vivants. Ça sera la dernière période sur les OGM et l'aberration en fait dont il est question. Puisque là on ne parle pas de croisements qu'auraient pu faire des botanistes, ni des agriculteurs passionnés du métier. Non, non, on parle de scientifiques. Et bien pour les animaux, on va le voir, il en est autant question. Et on a même un livre que je vous avais lu sur la future pandémie. Vous pourrez retrouver la vidéo sur Odyssée. Vous verrez, c'est très intéressant. La zootechnie, ça s'appelle. Et puis après, c'est là que j'ai appris la zoonose, les barrières de transmission de maladies, virus, etc. Bref, revenons au livre, donc page numéro 13. C'est un fait. L'élevage concentrationnaire ne tient pas sans béquille médicamenteuse. Enfin, comme il fallait tasser des animaux toujours plus nombreux dans des espaces toujours plus restreints, on a rationalisé l'élevage. En d'autres termes, on a essayé de standardiser les vivants, sans pressentir qu'il finit toujours par se rebeller quand on cherche à trop le contraindre. Tout a commencé quand les savants agronomes ont décidé de jeter la paille aux orties, le fumier aux oubliettes, et de mettre à l'honneur le caillebotis. Grâce à ce grillage sur lequel les animaux s'agglutinent, leur déjection glisse sous eux. Non seulement la bête vit confinée dans d'atroces odeurs d'ammoniac et d'excréments, mais ce mélange douteux, baptisé lisier, est une véritable plaie pour l'environnement. Alors que faire? Revenir à des élevages à taille humaine, sur paille, et tuer dans l'œuf le problème posé par le lisier? Vous n'y pensez pas. Shadok un jour, Shadok toujours. Les politiques ont au contraire encouragé et subventionné les élevages pour qu'ils s'agrandissent davantage encore. Insensé? Pas dans une logique de l'absurde. Pour les pouvoirs publics, il était hors de question de revenir en arrière, mais il fallait effectivement venir à bout de ce problème de lisier. Un chercheur fou a alors l'idée géniale de créer des stations de retraitement des excréments.
mais celles-ci nécessitent des investissements colossaux. Il fallait donc les adosser à des élevages gigantesques. Au final, pour résoudre le problème posé par le lisier, on a agrandi les élevages et aggravé la situation. Pollution de l'eau et algues vertes sont devenus le lot quotidien de la région de Bretagne. Donc on arrive au premier chapitre, et ce qui m'intéresse, c'est donc la page numéro 19. Donc il est question notamment des races chinoises qui sont surtout célèbres pour donner des truies hyper prolifiques. Blanc de l'Ouest, cul noir du Limousin, basque, cochon de Bayeux, gascon, nustral sont les seuls rescapés de cet eugénisme industriel. Je cite. Mais tous réunis, ils ne représentent pas plus de 0,2% de l'ensemble du cheptel de truies et epsilon des porcs produits. Fin de citation, nous rappelle Jocelyne Porcher, chercheur à l'INRA, Institut national de la recherche agronomique, et auteur de Cochon d'or. En 1952, le Larousse agricole consacrait encore des pages entières à décrire les races boulonnaises, normandes, celtiques, bressanes, de Bordeaux, la race d'Aubagne ou encore celle de Loches et de Montmorillon. Bref, chaque région, voire chaque commune, avait ses propres races, adaptées au terroir et à la nourriture que ces contrées pouvaient leur offrir. Tout n'était pas encore contrôlé par les quelques laboratoires de génétique qui répartissent aujourd'hui les mêmes bêtes sur tout l'Hexagone et dans le monde entier. Pen Ar Lan, l'un des cadors du milieu, se vante aussi d'avoir commercialisé plus de 235 000 truies Naïma dans le monde en 2006. France Hybride a exporté quelques 180 000 de ces truies Galaxy dans 22 pays différents. Et les descriptions chaleureuses du Larousse agricole des années 1950 sont bien loin des préoccupations de nos généticiens. À quoi bon s'attarder sur le type celtique de la race de Bayeux, sur les oreilles horizontales de la race bressane ou encore s'ébaudir devant les attributs de bons marcheurs des porcs gascons plutôt, excusez-moi. Aujourd'hui, ce sont des produits appartenant à une gamme. Préoccupation numéro 1 pour le Vera, la vitesse de croissance. Numéro 2, le muscle. Numéro 3, sa consommation de nourriture. Donc il faut qu'ils se reproduisent très rapidement et qu'ils aient une croissance rapide, qu'ils développent du muscle au lieu qu'il y ait trop de gras et qu'ils consomment peu de nourriture. Moins il mange, moins il grossit, et mieux c'est. La petite bête est certes un tantinet fragile, mais qu'importe, grâce au génie génétique de Pen Ar Lan, le piétrin New Wave est 100% résistant au stress. La publicité vante les qualités du piétrin sans le stress. Et pourquoi ce soudain désir de fournir des bêtes indemnes du gène de sensibilité au stress ? Parce que ce gène, appelé RN, génère des viandes acides à 24 heures post-mortem et des bas rendements à la cuisson. Le Vera, dont on verra page 76 d'autres éléments, lui est économique par excellence, fait pour produire au moindre coût. Son petit frère, Maxter 16 de chez France Hybride, promet un rendement exceptionnel, priorité aux muscles. Que la bête croupisse sur caillebotis ou sur paille, qu'elle mange à volonté ou qu'elle soit rationnée. Maxter 16, quoi que tu lui fasses et quoi que tu lui donnes à manger, il gonfle à vue d'œil. Tout comme son cousin Musclor de chez Géné+. Que dire de la belle et douce Naïma de chez Pen Ar Lan, chinoise par ses qualités maternelles, européenne par ses qualités de carcasse. Son prénom est même encadré dans une calligraphie chinoise. Et qu'importe si Naïma est un prénom arabe signifiant douceur du paradis, et formé à partir de l'adjectif Naïm, heureux. Heureuse Naïma ne doit pourtant pas l'être tant que ça, malgré son instinct maternel est particulièrement développé. Qu'est-ce que l'instinct maternel d'une truie ? Le style est lapidaire, je cite. Une prolificité exceptionnelle, et ce grâce aux qualités utérines des races chinoises associées à l'importante ponte ovulaire des races hyper prolifiques européennes. Des venues en chaleur très marquées, un ISSF court, donc intervalle de sevrage de saillie de fécondation, soit l'intervalle entre le sevrage des porcelets et la nouvelle saillie fécondante, ici de 6 jours au plus. Donc le petit porcelet avec la truie, ils ont réussi à obtenir un intervalle, voyez-vous, de sevrage donc, entre les porcelets et la nouvelle saillie de 6 jours tout au plus. C'est dingue. Vraiment le rendement à 100%. Et tu m'étonnes après qu'il y ait
des industriels comme, je citais Cochonou par exemple, où tu ne retrouves plus aucune qualité dans leurs cochons, dans leur saucisson, c'est du gras, c'est dégueulasse. Tu sens que la bête, c'est voilà, c'est des choses qui sont enfin entassées, produites au plus vite, goinfrées, comme les oies, vous voyez, comme pour le foie gras, quoi. C'est horrible, c'est horrible. Et il y en a qui exercent ces métiers aussi. En revanche, il existe des vrais agriculteurs éleveurs où eux, tu leur achètes même des fois dans les magasins, ils ont quand même encore des artisans. Bien, tu regardes la qualité, les saucissons, tu le coupes, tu le manges, il est hyper bon. Vous voyez. Après, moi je suis moins un jambon blanc, ce genre de choses, mais il y a des belles parties dans le cochon, par exemple. Après, il y a d'autres animaux où c'est exactement pareil. La viande, le bœuf, souvent quand vous l'achetez en magasin, c'est très rare aujourd'hui qu'il n'y ait pas tous ces nerfs, toutes ces parties assez dégueulasses, où il faut y mettre le prix. Il faut se joindre, on va dire, au bio, mais ton poulet est à quoi, 25, 30 balles le kilo, ton bœuf, il avoisine les 40 balles, 45 balles, ça commence à faire. Hein. Donc, mise à bas rapide, il ne manquerait plus qu'elle traîne, hein, c'est feignante. Excellente production laitière, très bonne qualité des tétines, ajoutez à ceci de bons aplombs. Fin de citation pour ces bêtes mutées entre les chinoises et les européennes. Bref, la truie tient debout. Elle fait une vingtaine de marmots par portée, qu'elle éjecte en un temps record. Voilà une bonne mère. Chaque année, ces super truies sont récompensées au Space, le salon international de l'élevage qui se tient à Rennes, par le célèbre cochon d'or. Cette année, la cérémonie était animée par l'ex-Miss France Élodie Gossuin. La jolie reine de beauté a embrassé à bouche que veux-tu les 3 éleveurs contents dans leur porcherie des truies capables de sevrer 32,1 porcelets. Car après, il y a d'autres choses que je vais vous présenter. N'hésitez pas à soutenir par un like, un petit partage, un commentaire. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. On arrive à la page numéro 23. Donc on se rend compte qu'il y a un air assourdissant, un ronronnement perpétuel qui scande vos pas. En fait, c'est la ventilation dans ces zones-là qui font des élevages intensifs. Car l'air de ces bâtiments est filtré en permanence pour tenter de réduire l'un des principaux fléaux de ces élevages hors sol, à savoir les maladies respiratoires, qui représentent la moitié des pathologies frappant les ports industriels. Elles sont dues à l'air confiné, un air chargé d'ammoniac, de fermentation d'excréments et de squasmes de peau causés par les frottements des bêtes les unes contre les autres. Étant donné la concentration des animaux, sans cette ventilation, les porcs mourraient en quelques heures. D'ailleurs, tous les gros élevages sont munis d'un groupe électrogène en canne de panne électrique. Les assureurs refusent de couvrir les élevages qui en seraient dépourvus. Autre option indispensable, le dépannage 24 heures sur 24. L'air est d'autant plus irrespirable que la température est élevée. Pourquoi cette chaleur étouffante ? Pour que les bêtes ne dépensent pas sottement leur énergie à se réchauffer plutôt qu'à grossir à la vitesse de l'éclair. Donc, pour éviter de brûler des calories, qui génèrent de la chaleur corporelle, eh bien ils leur mettent déjà de la chaleur dans le bâtiment, comme ça, elles ne dépensent pas celle-ci, et elles restent, on va dire, bien charnues. Et surtout, pour qu'elles ne se fassent pas de gras également. Il faut la faire suer un peu, sans qu'elle dépense ses calories. Comme ça, c'est que du positif, entre guillemets. En 10 ans, il a perdu plus d'1 centimètre de graisse, le porc, afin de satisfaire aux exigences diététiques des consommateurs. S'il vendait des carcasses trop grasses, l'éleveur serait pénalisé financièrement, car le prix de la viande dépend de son épaisseur de gras. Le porc n'a donc qu'à s'accommoder de vivre dans cette atmosphère confinée. Et aujourd'hui, si je fais un parallèle, dans certaines salles de sport, vous avez des balances où vous mettez dessus, et ça mesure votre ossature, votre quantité de graisse, de muscles, etc. Je pense que ça doit exister pour les bêtes aussi. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils doivent, en dehors de la découper, voir la quantité de gras. Et sans jamais voir la lumière du jour, ces bêtes sont confinées et vivent dans le noir. Les néons ne sont allumés que lorsque l'éleveur débarque pour lui administrer des médicaments ou pour s'assurer que la machine à soupe, c'est-à-dire l'ensemble des tuyauteries qui parcourent les bâtiments, a bien desservi à heure dite et à chacun sa ration de nourriture. Et je sais aussi que pour les poules,
En fait, afin de les dérégler et qu'elles n'aient plus connaissance du jour et de la nuit, et donc qu'elles n'aient plus une ponte par jour, mais qu'elles en fassent 2 ou 3, pensant que le temps est accéléré, eh bien, ils laissent la lumière allumée tout le temps, 24 heures sur 24. Comme ça, les poules sont déréglées, elles continuent à pondre, même si les œufs sont de piètre qualité, ça c'est souvent quand c'est en batterie, ça leur permet d'avoir un rendement. Et ça se retrouve dans notre assiette. Alors, page 25. Donc, une vraie vie de cochon. Charlotte sur la tête, combinaison intégrale, protège chaussures. C'est ainsi déguisé que je commence ma visite de l'une des plus grandes porcheries industrielles de France. C'est l'entrée des artistes. S'enthousiasme son propriétaire, Michel Poirier. Impossible de pénétrer dans le sein des saints, la verraterie, sans avoir pris un maximum de précautions sanitaires. L'éleveur est formel. La sélection génétique a rendu ces bêtes extrêmement fragiles. D'ailleurs, elles arrivent ici dans des camions où l'air est filtré pour s'assurer qu'elles ne seront confrontées à aucun microbe extérieur. Et ça, c'est des dizaines, des centaines, des milliers d'élevages à travers la planète, donc qui sont sur des races quasiment uniques. Et on n'a plus les spécialités, comme on l'a vu précédemment, de certaines contrées qui s'adaptent à leur environnement. Elles sont tellement fragilisées qu'on est obligé de filtrer leur air, de les transporter par également de l'air, voyez-vous, qui est filtré. Donc imaginez un jour où il y a une véritable panne électrique, où il y a un virus qui se répand ou je ne sais quoi. On parle dans ces cas-là de millions ou plus que ça de bêtes encore à zigouiller, comme c'est le cas quand il y a la grippe aviaire par exemple, on zigouille les volailles. Et alors, on a plus de gens à nourrir tout de même. La population elle continue à croître. On fait comment ? Vous croyez que c'est que le soja qui va rattraper, que les lentilles, ce genre de choses qui vont pouvoir nourrir toute la planète ? Apporter suffisamment de protéines et compagnie ? On est donc sur, en réalité, un scandale dont on ne mesure pas encore l'impact pour la suite de l'humanité. Je crois même qu'en Chine, ils ont décidé de faire un immeuble, je ne sais plus combien d'étages, pour élever plus de 100 000 porcs. Plus de 100 000 porcs sur un même lieu. Et on peut parler des porcs comme on peut se pencher sur les volailles, les poulets et compagnie. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas, ou les poules, on n'est pas que sur... comment dirais-je ? On n'est pas que sur le, voyez-vous, le cochon. Le porc, si vous préférez. Même si là, dans le sujet du livre, la première partie est basée sur ceci. Vous allez voir après, on parle également d'agriculture plus large, en dehors de l'élevage. Donc poussant à la vitesse de l'éclair, d'ailleurs, ce ne sont plus des bêtes, mais des jambons sur pattes. Je cite, « Grâce au croisement génétique, le jambon est plus développé. La longe qui permet de faire les carrés, les côtes, les chines et les filets mignons aussi. Par contre, les organes vitaux ont été sacrifiés, regrette l'éleveur. Fragile verra, à qui l'on interdit toute romance. Fini pour lui la saillie de la truie. Son petit cœur n'y résisterait pas. Il devra se contenter des douces mains du porcher. Ce dernier le fait monter sur une petite bascule, option main droite ou main gauche, suivant que le porcher est droitier ou gaucher. » Donc pour récupérer la semence du porc et mettre dans la truie ou bien féconder en extérieur. Toutes les 3 semaines, la précieuse semence est ainsi prélevée, tamisée, réfrigérée et enfin répartie en petites doses nécessaires à l'insémination des truies. C'est toujours le même porcher qui s'en charge. Les bêtes sont habituées à lui. Je cite, « Je recueille l'éjaculat dans un gobelet isotherme, c'est comme du tiapoca, explique-t-il. Mais il ne faut pas traîner. Une fois le sperme prélevé, je le tends par le passe-plat et aussitôt il est réceptionné par un de mes collègues qui se charge de le réfrigérer et de le doser pour chaque truie. » Fin de page 27. J'avance un peu. Heureusement, Duauchamp est arrivé. Je cite, « Un animal de sang chinois à la sexualité très précoce et très affirmée. » Fin de citation. En plus, le porc chinois est plus petit et donc beaucoup plus maniable. Grâce au génie de la génétique, le professionnel souffleur est enfin né. Mais attention, pas question de risquer de disséminer tous les bons gènes de ce nain lubrique au travers des élevages. Duauchamp est donc vasectomisé. Après les semences hybrides et OGM, qu'il est impossible de ressemer dans les champs et qu'il faut racheter chaque année, voici le verra stérile. Donc on rappelle, ça c'est un sujet aussi d'actualité,
Les paysans de l'époque, quand ils semaient, eh bien, ils avaient de nouveau la possibilité de récupérer des graines par leur production, de ressemer et compagnie. Or, aujourd'hui, au vu des normes qui ont été imposées, des réglementations, ils ont en fait des cahiers, des catalogues, si vous préférez, qui vont leur rendre disponibles certaines variétés qui ont été certifiées, en validité par le gouvernement, par exemple. Et il y a le Codex Alimentarius qui s'en charge très bien, dont je vous en avais parlé. Eh bien, ce qui a été réalisé pour les plantes, ça y est maintenant fait pour les animaux. On se rend compte qu'ils ne se reproduisent plus naturellement, on les a séparés, on les a finalement isolés pour qu'ils soient des produits, et d'ailleurs on a fait en sorte d'être le plus rentable possible, de diminuer leur graisse, de vérifier au niveau des gènes, de sélectionner les meilleures variétés, d'accord? Et pour l'éleveur, eh bien maintenant, il n'a plus des bêtes qui se reproduisent. Il doit donc appeler les généticiens, les professionnels de ça, ceux qui interviennent sur le génome, pour obtenir l'autorisation d'utiliser telle semence et faire tel croisant et compagnie. Donc lui-même est dépossédé de son métier. Et ce qui est fait au végétal est ensuite fait à l'animal, et vous doutez bien, à l'humain. Et alors on comprend pourquoi maintenant vous commencez à cerner l'ordre chronologique que j'apporte dans les ouvrages que je vous présente et dans les sujets que j'aborde. C'est pour vous faire prendre conscience que petit à petit, hommes et femmes sont séparés, amenés à se détester et en fait transformés en marchands, tu vois, en marchands et marchandises. En deux choses dans l'horreur. Et donc on appartient à qui? Puisque ce qui est décidé, c'est, pour l'humain par la suite, un permis d'être parent. Un pass où il y aura une formation à suivre, il y aura peut-être une sélection génétique, ou en tout cas des diagnostics préimplantatoires, prénatales, voyez, pour vérifier que l'enfant n'a pas une tare, un handicap ou ce genre de choses, une maladie. Donc on est déjà dans le même modèle que les animaux. On est déjà exactement dans ce même système quand on voit que la PMA derrière, eh bien les généticiens et tous les scientifiques s'en mettent plein la poche, parce que ceux qui veulent congeler leur ovocyte, c'est payant. Ceux qui veulent faire des inséminations artificielles, c'est payant. Ceux qui vont passer par les gestations pour autrui, puisqu'ils vont contre le modèle naturel, ils font homme-homme ou femme-femme, voyez-vous, eh bien ils vont passer par l'achat, par des commandes, dans le projet parental. Pour les animaux, il en est de même. Pour les végétaux, c'est déjà fait depuis des décennies. On est aux OGM. On arrive maintenant en dehors des organismes que l'on pourrait dire, allez, en dehors du VGM, du végétal génétiquement modifié, on est arrivé à l'AGM, l'animal génétiquement modifié, et enfin à l'HGM, l'humain génétiquement modifié. C'est ce à quoi, en tout cas, on va aboutir. Et c'est très grave. Il faut en prendre conscience, en tout cas. Parce que souvent, les gens sur Internet s'intéressent à des tas de thématiques, mais ils ne cernent pas leur avenir. Ils ne sont que là à faire des spéculations sur la finance. À parler de guerre comme si ça allait changer quoi que ce soit, comme s'ils allaient... Alors que les sujets les plus importants, et pour les décennies à venir, c'est justement la génétique. C'est justement notre consommation, l'épigénétique, etc. Toutes les informations que je tente en tout cas de vous transmettre ces derniers temps. Donc fin de page 27. On voit que après les semences hybrides et OGM qu'il est impossible de ressemer dans les champs et qu'il faut racheter chaque année, voici le Vera stérile. Certes, le professionnel de la détection des truies en chaleur, mais aussi son usage oblige l'éleveur à acheter les petites pochettes de sperme aux généticiens. Récapitulons les us et coutumes de ce business juteux. Les généticiens vendent le Vera stérile 100 €, de plus qu'un Vera souffleur entier, 70 € seulement de moins qu'un reproducteur. Et fourgue, en plus, les poches de sperme qui rendent l'éleveur dépendant des labos. Et tout ça est magique. Le progrès va beaucoup plus vite encore que le cochon souffleur. La société québécoise Romain propose sur son site une vidéo de démonstration du merveilleux Contact Zero Max. Zoom sur ces petits porcelets tétans goulûment leur mère. Puis focus sur un grand drap blanc qui dissimule une invention que l'on pressent fantastique. Suspense. La machine est enfin dévoilée. Celle qui va permettre à l'industrie porcine d'envisager des naissances plus nombreuses à un rythme plus élevé. Comment ? Eh bien, grâce à une petite prison ambulante dans laquelle on fait entrer le Vera.
La pauvre bête parvient difficilement à glisser son groin entre les barreaux et tente, vaille que vaille, de le frotter à celui détruit, elle aussi emprisonnée. Mais c'est justement ce contact nez à nez, groin à groin, qui est déterminant, s'emballe le démonstrateur. La salive du verra est en effet truffée de phéromones. De plus, le fait qu'il puisse passer son petit groin entre les barreaux et frôler celui de chacune des truies emprisonnées permet à un contact donc individualisé qui renforcera leur venue en chaleur. Donc, pour qu'elles soient dans les conditions d'une fertilité et d'une reproduction, il faut les mettre en chaleur. Et pour ce faire, ils ont inventé en gros une prison, une cage où ils mettent la femelle dedans et ils invitent le verra à mettre son groin, voyez-vous, pour envoyer ses phéromones et que celle-ci tombe en chaleur et qu'ils puissent après faire la suite de leur programme. C'est dingue. Page numéro 30. Car dixit la publicité, vivre avec Pigwatch, je cite, c'est l'assurance d'avoir un employé expérimenté derrière chaque truie jour et nuit, 365 jours par année. Bien entendu, l'utilisation de Pigwatch est enfantine. Quand la lumière verte clignote au-dessus de la truie, hop, on l'insémine. Une seule dose de sperme suffit. Terminer les truies qui revenaient vides. Aux oubliettes, les petites portées. Grâce à Pigwatch, la truie sera toujours pleine et elle fera toujours plus de petits gorets. Cerise sur le gâteau, tout se gère désormais par Internet ou par un simple SMS. Vous l'aurez compris, le temps béni ou comme l'écrivait chastement Geneviève Léry, rédactrice de l'entrée porcine de l'édition de 1952 du Larousse agricole, je cite, « Un verra pouvait servir jusqu'à 40 truies », fin de citation, est révolu depuis belle lurette. Pourtant, dans l'édition de 1981 du même ouvrage, Larousse agricole, il est clairement spécifié que l'insémination artificielle est encore l'exception. Seuls 5% des truies étaient alors fécondées. Aujourd'hui, c'est devenu la norme. La majorité des truies sont fécondées artificiellement. L'appareil génital des porcs concentre désormais toute l'attention des éleveurs. Un bon porcher reconnaît sa truie et son arrière-train. L'animal est ainsi réduit à ces deux attributs fondamentaux, son numéro de matricule et son sexe. Je cite. Les vulves, je les ai presque toutes en tête, surtout celles qui vont finir en chaleur. Qui vont venir en chaleur. Le lendemain, je vois la vulve qui a évolué et je la reconnais. Pas la truie, sa vulve. Fin de citation, explique un employé. Si la vulve détruit un tel restant les porchers, c'est qu'elle symbolise l'incroyable prolificité des bêtes. En 40 ans, le nombre de porcelets mis à bas chaque année par truie a doublé, passant de 16 dans les années 70 à 30 aujourd'hui. Et pour fabriquer ces 15 porcelets de plus, la perte de temps n'est plus de mise. Il faut réduire les cycles au minimum. Un miracle technologique rendu possible par les indispensables hormones. Et les hormones de croissance. Et je crois même que dans la vache folle, c'était pareil. C'était une question d'hormones qui avaient été administrées et qui avaient entraîné des bêtes qui étaient complètement malades et qui avaient même impacté des humains qui avaient consommé la viande, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, parce que c'est peut-être que je vous dis ça, mais je ne sais plus s'ils en parlent dedans, faut voir. 33. Car la modernité ne va pas sans casse, et le nombre de porcelets mal formés, momifiés, n'a fait qu'augmenter ces dernières années. Les éleveurs avouent jusqu'à 8% de perte à la naissance, traduire 15%. Et pour les petits vénards qui auront survécu, et dont la mère n'aura pas de tétine libre, qu'allons-nous faire d'eux? Qu'importe. On allote les porcelets. On les arrache dès leur plus jeune âge à leur mère et on répartit joyeusement le minerai, les porcelets, sur les tétines laissées vacantes par des truies insuffisamment prolifiques. Donc s'il y a des truies qui n'ont pas mis assez à bas au monde, eh bien, ils vont récupérer leurs tétines libres pour mettre les autres qui sont en surplus, et qui sont en trop grosse quantité. Ou bien encore, les bébés qui sont mal formés, zigouillés, et donc il reste des tétines libres, et ils y mettent les autres pareils qui sont en surnombre. Ou encore, ce qui peut arriver, si jamais une mère elle-même est décédée. On a quoi? On a 45 minutes? Ouais, je pense que je peux le faire quasiment aujourd'hui, celui-ci. Donc on était où là? On était là. Pour s'assurer que les précieuses tétines ne s'infectent pas, on donne préventivement autrui une bonne dose d'antibiotiques et d'anti-inflammatoires. Pas de temps à perdre avec
des mammites, inflammation de mamelles, le cochon doit être sevré en 21 jours. La petite bête a plutôt intérêt à être coriace. Il y a 40 ans encore, le porcelet aurait été allaité pendant 1 mois de plus. Mais la truie doit tenir la cadence, fabriquer à nouveau du minerai. Et, ce cas plus tard, que 6 jours après le sevrage. Fini les jours heureux, où l'on se donnait le temps d'attendre 3 semaines avant la prochaine saillie fécondante. D'ailleurs, les résultats sont là. En 15 ans, notre forçat de la maternité, notre vaillante ouvrière porcine, fournit chaque année 300 kilos de minerai en plus, une vraie usine à viande. En 1911, Raoul Gouin, ingénieur agronome, relevait le cas exceptionnel d'une truie ayant mis bas 80 porcelets en 5 ans. Aujourd'hui, il ne faudrait pas plus de 2 ans et demi pour atteindre ce chiffre faramineux de 80 porcelets. Puisqu'on a vu, elles sont passées de 16 portées par an à 30-31 à peu près. Hop, j'avance. 37. Le petit porc est castré, sans en avoir l'air, à coups d'hormones de synthèse. C'est tellement beau comme solution que l'association Gaïa, groupe d'action dans l'intérêt des animaux qui milite pour le bien-être animal en Belgique, la soutient avec ferveur. L'industrie porcine a donc réussi l'exploit de faire porter par des associations de défense des animaux cette merveilleuse initiative. Les McDo belges, toujours à l'affût d'un coup de com' et de greenwashing, à peu de frais se sont d'ailleurs engagés solennellement à ne plus vendre que de la viande de porc immunocastrée. Et, pour les éleveurs, c'est tout bénéfice, puisque selon les numéros de novembre 2010 de Porc Magazine, le porc immunocastré mange moins, 25 kg de moins, grossit plus et fait moins de gras. Ça me fait penser à un truc rapidement. Vous savez, là, actuellement, il y a, je crois, une loi où ils veulent interdire le commerce des chats et des chiens, et des animaux domestiques. Parce que quand on regarde sur le Bon Coin ou, comment dirais-je encore, sur les associations, c'est peut-être 200, 300 euros un chat, c'est des fois 500, 600 balles pour un chien, par exemple. Eh bien, donc il y a tout un commerce derrière. Vous savez que les associations, quand ils passent les animaux, donc quand ils les vendent, ils demandent à ce qu'ils soient stérilisés. Pour interdire la reproduction, soi-disant pour éviter qu'il y en a encore qui soient donnés ou qui soient à la rue. Mais moi, je pense surtout que c'est pour alimenter un commerce. Comme ça, ce sont les seuls détenteurs. Eux récupèrent les animaux, eux ont le label pour vendre, et ils interdisent la reproduction. Vous voyez ? Seuls, quand ils sont chez eux, ils peuvent se reproduire peut-être, et après, au bout d'un certain moment, ils les stérilisent. Du business sur tous les plans, quoi. Pour revenir à ça, donc on voit les McDo, le greenwashing, le côté où ils veulent qu'ils soient immunocastrés, donc, parce qu'en plus ils mangent moins, et ils grossissent plus, et ils font moins de gras. Allez, faisons le compte de toutes les bonnes hormones ingurgitées en quantité par la truie et le porcelet. Top. Vous croyez que c'est vraiment bien ? Pourtant, c'est pour, soi-disant, présenter son bien-être animal, donc le nôtre, que ces hormones finiront dans nos assiettes. L'immunocastration n'est pas seulement bonne pour le porcelet, elle l'est aussi pour le travailleur. Comme l'explique le Centre belge d'information pharmacothérapeutique, le porcher a plutôt intérêt à bien viser à ne pas rater le porcelet. Car, s'il se piquait, il y laisserait à coup sûr sa virilité. Une injection, ça va. On risque seulement une diminution temporaire des hormones sexuelles et des fonctions reproductives, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, ainsi que des effets indésirables sur la grossesse. Alors après, à la page 40. Pourtant, quand on demande aux éleveurs s'ils traitent encore leurs animaux, ils jurent la main sur le cœur, croix de bois, croix de fer, que tout cela appartient à un passé révolu. Celui béni, où l'on avait encore le droit de glisser des antibiotiques dans la nourriture pour booster la croissance des porcs. Les activateurs de croissance sont interdits en France depuis 2006. Curieusement, la vente des antibiotiques n'a pas baissé d'un iota. Donc c'est interdit, mais le commerce ne diminue pas. Donc c'est que du paravent. Ou si peu depuis cette date, je cite. Quand il y a des arrêts brutaux de médication, quand on stoppe les activateurs de croissance qui jouent un rôle de stabilisateur digestif, on voit apparaître de façon concomitante une recrudescence de pathologies, souligne Gilles Salvat, directeur du laboratoire de l'ANSES. Donc c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, alimentation, environnement de travail, de Ploufragan. On assiste ainsi à un déplacement de l'additif, qui représente de petits tonnages vers le curatif, qui lui est vendu en quantité plus importante. Fin de citation. Bref,
On n'administre plus de petites doses d'antibiotiques pour faire pousser plus vite les bestiaux, mais de grosses doses pour soigner leurs maux de ventre. Et les faire pousser un peu plus vite, aussi au passage. Pourtant, à entendre les éleveurs, on ne traite plus du tout, ou si peu. Bon, ils veulent bien concéder quelques injections de ci, de là, des céphalosporines pour les arthrites à streptocoque, bon après il y a des termes assez techniques, hein, des fluoroquinolones pour les traitements de mammites, donc c'était les infections des mamelles, on l'avait vu ça, et les métrites après mise bas des polypeptides, essentiellement la colistine, dans le traitement des colibacilloses du sevrage de porcelaine. Bon, après je ne vais pas rentrer trop dans ces détails, c'est pas mon objectif. 49, on est à quoi? On est à 50 minutes. 49, est-ce que je peux faire 51? On va faire encore un peu. Alors, que je regarde. Donc, il y a des contrôles dans tout ça. Revenons-en au mail de notre inspecteur. Je cite. Déjà, les contrôles officiels des 22 000 pharmaciens sont quasiment irréalisables. Imaginez maintenant 22 000. Ça en fait du monde à visiter. Mais en plus, quand vous avez, comme pour les coopératives, ces SEL, donc les fonctionnements réels de ces sociétés, est tellement raffiné pour paraître honnête que les inspecteurs se font balader faute de compétences approfondies dans les domaines les plus variés. En fait, ils sont largués. Ceux qui sont censés contrôler, ils n'ont même pas les bases nécessaires pour exercer leur métier. On a l'impression que c'est la même chose pour les politiques. Ils doivent statuer, se positionner en faveur ou contre une proposition de loi, une réforme et bien d'autres choses, mais ils ne maîtrisent même pas le sujet, ils sont incompétents. Donc, ceux qui sont experts dans leur domaine en profitent. Ils leur font des bons discours, ils ne rentrent pas dans les détails, ou leur mettent des acronymes, des sigles, et ils les perdent rapidement. Parce que la concentration, au lieu d'aller sur le fond du sujet, eh bien, va se poser sur le sigle. Et sur la dénomination autrement de tel produit. Mais sans comprendre, vous voyez, le cocktail qui va en être fait en mélangeant les uns les autres, par exemple. Donc là, ils sont complètement largués dans le droit social, dans le droit du commerce, dans le droit des sociétés, dans la connaissance comptable qui permettent de lire et de comprendre le bilan comptable d'une SA, d'une SEL, d'un agriculteur, d'un cabinet vétérinaire, connaissance très fine du fonctionnement des groupements d'éleveurs, des sociétés d'exercice libéral vétérinaire, de la pharmacie vétérinaire, par exemple des traitements spécifiques à chaque espèce animale, de l'élevage traditionnel versus l'élevage intensif, des rôles des techniciens d'élevage, des fabricants d'aliments, etc. Bref, ce domaine est infiniment complexe et seuls un ou deux experts, seuls un ou deux inspecteurs des services vétérinaires sont suffisamment compétents pour affronter, le terme n'est pas usurpé, des molosses de ces groupements d'éleveurs. Fin de citation. Donc l'accès à ces coopératives leur est le plus souvent en plus refusé, alors même qu'ils sont inspecteurs d'État et ce sous prétexte qu'il ne faudrait pas imposer des contrôles incessants à nos agriculteurs et à nos éleveurs. Je cite, « Il est inadmissible que les vétérinaires inspecteurs ne puissent pas frapper à la porte d'un groupement de producteurs. On ne peut y aller que par des biais. Les autorités font barrage pour nous empêcher de contrôler ces groupements. C'est une vraie acrobatie pour faire des inspections. » Pourquoi ? Parce que le véritable ministère de l'Agriculture, c'est le patron de la FNSEA, donc la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Et que notre agriculture productiviste est rudement protégée par le gouvernement. Fin de citation, assène le haut fonctionnaire en conclusion de notre conversation téléphonique. À la page 51. Cependant, qu'importe ces traitements, puisque les résidus d'antibiotiques sont surveillés par d'incessants contrôles vétérinaires. Je cite. On n'a jamais rien trouvé dans les 12 700 contrôles inopinés que la direction vétérinaire française pratique chaque année. Ça me fait penser, si j'extrapole un peu, au contrôle aérien, on avait 77 spécialistes qui devaient se positionner si oui ou non il y avait des épandages ou des produits chimiques dans le ciel. Et la réponse était non, pour 76 d'entre eux. Or, on sait qu'il y a de l'ingénierie, la géo-ingénierie qui existe. Donc en fait, ils ont été manipulateurs, menteurs. Et il y en a, il a dit, ouais, j'ai quand même trouvé 2 ou 3 éléments, je sais plus, c'était du barium, je crois, du strontium. Il y avait un autre élément, barium, strontium, en tout cas en haute quantité. C'était assez étrange, là où il y avait eu des passages d'avion. Et on sait maintenant dans la composition qu'il n'y a pas que du kérosène.
Donc il y a une pollution quoi qu'il arrive en plus. Il y a, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail de la géo-ingénierie. Je vous ai fait un sujet sur la thématique, mais c'est pour vous dire que les spécialistes censés donner leur avis, étudier les archives, les preuves et bien d'autres choses, en fait, soit sont achetés, soit sont incompétents. Et la plupart des cas, ils sont dans le deuxième élément. Ils sont incompétents, ils prennent leur salaire. Donc là, 12 700 contrôles, hein, ça paraît beaucoup. Ramené aux 26 millions de porcs abattus chaque année en France, ça ne fait plus soudain qu'un contrôle tous les 2050 cochons. Reste les contrôles réalisés de manière systématique en abattoir. Dans l'immense usine de la gigantesque coopérative agricole 6 à Lamballe, on abat 45 000 porcs par semaine, 9 000 porcs par jour. 12 vétérinaires sont chargés de contrôler les carcasses qui déboulent sur une chaîne à un rythme tellement infernal qu'on ne les distingue à peine. Comment les contrôler attentivement quand on n'a pas plus de 30 secondes pour s'assurer de la qualité d'une carcasse? Le contrôle est essentiellement visuel, confirme Sophie Bertrand, la responsable qualité du groupe. Je cite: « Si on n'a pas vu de traces de piqûres dans l'échine, ni d'abcès, ni d'animaux anormalement conformés qui nous amèneraient à suspecter l'utilisation d'hormones de croissance, on appose le cachet. » Fin de citation, confirme le docteur Mamadou Sidibé, chef vétérinaire à l'abattoir de Montauban de Bretagne. En France, on croit dur comme fer aux vertus de l'autocontrôle lorsqu'il s'agit de notre alimentation, et donc de notre santé, mais beaucoup moins quand il est question de circulation et d'accidents de la route. Il faut croire que l'industrie agroalimentaire est bien plus vertueuse que nos automobilistes. 60. On peut donc considérer que chaque truie met bas 96 kg de cadavres chaque année. C'est-à-dire que les 1,3 million de truies françaises produisent tous les ans quelques 131 200 tonnes de cadavres. Et encore, d'après Sébastien Mouret et Jocelyne Porcher, ces chiffres sous-estimeraient largement la mortalité réelle car ils ne prennent pas en compte les porcelets chétifs. Or, avec des truies qui font, par exemple, 25 porcelets par portée, les maigrichons sont monnaie courante et généralement, leur espérance de vie, avant d'être toqués contre le béton, n'est que de quelques heures. S'ils paraissent trop frais, ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils les prennent, ils les massacrent contre le sol et après ils les mettent au vide d'ordures, si je puis dire, dans une zone où après il y a des camions qui passent et qui récupèrent tous les cadavres d'animaux. Je connaissais quelqu'un qui avait fait ce métier. C'est pas Jojo. 131 200 tonnes de cadavres, cela s'apparente à de la gestion industrielle de la mort. Heureusement, là encore, la technologie est au service de l'élevage des porcs. Et l'on retrouve Romain, la petite entreprise québécoise qui monte dans le domaine du funéraire porcin. Démonstration avec le fabuleux bras Hercule, je cite, lauréat d'une mention d'excellence lors de la remise provinciale du prix Innovation en santé et sécurité du travail dans la catégorie PME. Fin de citation. Hercule, c'est un bras télescopique, inclinable, sur une base pivotant à 180 degrés qui lui confère, je cite, une flexibilité exceptionnelle permettant à la mini-grue de tourner dans des espaces les plus restreints et de contourner aisément les obstacles. Fin de citation. Donc après, ils mettent une vidéo pour montrer que ça peut soulever des cadavres de 200 à 400 kilos et que ça les extirpe normal. Donc chapitre 2, manche cochon, et après on aura l'émission, je pense, numéro 2, où on sera sur les oméga 6, oméga 3, les élevages, on en sortira un peu pour se diriger vers l'agriculture, entre autres. Donc là, on est... Hop, que je me mette un petit écrit. Donc là, on est à 65. 65, après j'ai mis quoi? 66, 67. Bah écoutez, je vous propose de rester sur un format d'1 heure, c'est parfait, hein, comme ça c'est aussi digeste pour vous. Donc on parle d'alimentation. Et on se retrouvera donc pour une deuxième partie qui sera certainement sur 1h30, 2 heures, où là on finira le livre. Vous voyez, là on est à la page 65 et déjà on a bien avancé en dehors de ces ajouts que j'ai pu vous joindre. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'aller consulter tout ce que je peux vous proposer, même des fois de passer, hein, je tente de vous mettre des chapitrages. Toujours plus agréable quand il y a des sujets un peu en longueur. Alors, ma caméra qui bug à nouveau, il faut que j'investisse dans ça. Si vous avez des références, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire. Si vous avez des caméras, on va dire, de qualité à me conseiller, qui évitent de faire ce
ce joujou-là, là, vous voyez, avec l'image, ça serait cool. Je vous remercie pour votre écoute, votre attention. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et pareil, je sais qu'en général, sur 1 heure de direct, il y a 7 à 10% d'informations retenues et que les gens restent rarement 1 heure. En général, c'est entre 10 et 20 minutes, mon taux de rétention. Donc voilà, essayez de vous faire une synthèse quand vous écoutez mes vidéos, même si vous restez 10 ou 15 minutes. Vous vous dites qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai retenu. Tiens, on a parlé du Mercosur, accord de libre-échange, diminuer donc les taxes, les douanes, ce genre de choses pour importer plus de produits. Ok, quel risque ça a? Donc on l'a vu, hyper-industrialisation, monoculture et bien d'autres choses. Et tiens, le livre noir de l'agriculture, que dit-il? Eh bien, qu'il y a à la fois une sortie d'humanité pour les animaux et qu'en même temps, on impacte notre santé. Après, comment faire? Il y a un moment ou un autre, une fois que l'exposition des thématiques que je vais aborder aura été, voyez-vous, intégrale, eh bien, je pourrais passer à la deuxième étape de mon vœu, c'est-à-dire de tendre vers des solutions. D'accord? Et en parallèle, je continue aussi, alors là, j'avais laissé ça en stand-by, je dois peut-être avoir qu'une dizaine de pages pour le moment, mais j'écris un livre qui sera sur la question d'être soi-même, comment se réaliser, entrer dans la société, à quoi on est confronté dans ce modèle-là, entre les divertissements, ceux qui veulent nous abrutir, l'impact sur la santé de tout ce que l'on voit. Et je vais tenter, voyez-vous, de mettre un ordre chronologique des civilisations, des modèles familiaux qui existaient, de l'ordre juridique aussi, pourquoi pas, qui accompagne tout ça, de l'intérêt pour l'être, voyez-vous, et se réaliser soi-même. Et après, voilà, je vous ferai une belle présentation. Et en fait, ce sera une forme de lutte contre ce que j'ai précédemment dénoncé, en faisant un recueil, en assemblant des tas de données dans Nom de code Nouvel Ordre Mondial, et réédité encore, de façon plus imposante, dans la guerre ouverte contre les peuples, que vous avez gratuitement sur Internet. Et je passe un message à Veritas Globalis. Merci pour sa lecture avancée, puisqu'il a permis de déceler à peu près, donc sur 600 pages, une trentaine de coquilles. Donc il y a des fois, par exemple, il manquait un là ou un de, et il y a eu quelques mots qui étaient mâchés. Il restait aussi quelques annotations que je devais enlever. Donc voilà, à peu près une trentaine de petites erreurs de frappe. Ça reste minime, hein, au vu de la quantité d'informations. Mais voilà, au fur et à mesure que j'augmente les éditions, eh bien, je corrige en tout cas tout ça. Parce que déjà, dans la toute première version, il y avait beaucoup de coquilles, il y avait quelques fautes également historiques, si je puis dire. Donc j'avais remanié ça, et comme quoi on n'est pas que sur du wiki, encore une fois. Mais wiki est intéressant tout de même. Allez, la chrétienté, c'est ce qui nous permet d'avoir des vertus, aussi de l'espérance, qui en fait partie. Tenter de se former une image, de forger un monde meilleur, et donc pour ça on doit enlever les mauvais résidus, on doit faire en sorte de se séparer de ce qui est mauvais, et ça nous conduit au juste. C'est pourquoi nos valeurs sont ancrées et que notre victoire est assurée. À très bientôt.